Et salut et bon retour à tous. Bon retour dans notre cours de fondation. On va essayer de progresser. Toujours sur le chapitre 1. OK? Donc, dans cette vidéo, on va parler encore une fois de densité et compactage du sol. Je pense que dans la vidéo précédente, on avait parlé de densité. Avec cette vidéo, nous allons parler de compactage. OK? Donc, densité et compactage, partie 2. On avait parlé des densités, des différentes densités qu'on a besoin de savoir pendant les fondations et les relations entre densité, teneur en eau et tout ça. OK? Donc, c'est ça on avait fait dans la première partie. Deuxième partie, on va parler surtout du compactage. Mais je vous préviens déjà, et pour cette partie de compactage-là, vous pouvez avoir plus de détails dans mon cours de mécanique du sol. Donc, je vous invite à aller visionner ce cours de mécanique du sol. Donc, compactage du sol. Donc, avant de construire les fondations d'un bâtiment, pas bâtiment seulement, hein, toutes sortes de fondations, en tout cas, avant et après même la construction. Il est essentiel de compacter les remblais nouvellement construits et les fondations naturelles. Cela pour répondre aux spécifications de densité, tout en tenant compte, bien sûr, des limitations de la teneur en eau. Donc, généralement, on procède par des tests de compactage au laboratoire d'abord. OK? Sur les sols de fondation. C'est ça qui est fait au préalable. Donc ça va nous donner une idée de comment procéder à au compactage sur le chantier. Donc nous allons donner, en se basant sur les résultats du compactage au labo, on donne les spécifications pour le compactage approprié sur le site, sur le terrain. OK? Donc, nous allons ici parler de ces deux-là, compactage de labo et compactage sur le terrain. Et généralement, il y a deux types de compactage. Le compactage avec Proctor normal et puis le compactage Proctor modifié. Donc, encore une fois, je vous invite à voir un cours de mécanique des sols. Il y a plus de détails sur ça là-bas. Mais tout ce que je vous dis, le compactage du Proctor modifié là, la différence entre les deux, c'est juste l'énergie du compactage. OK? Celui-là, le Proctor modifié, l'énergie du compactage est plus élevée, beaucoup plus élevée. Donc, c'est pour pouvoir répondre aux machines, au compactage, l'effort de compactage des machines de grands gabarits, machines de compactage. OK? Donc, c'est juste l'énergie de compactage. Et comment calculer l'énergie de compactage, tout ça, tous ces détails-là, cours de mécanique des sols. Il faut aller voir. Donc, ici, dans cette vidéo, nous allons essayer de parler de compactage au labo et essayer aussi de voir comment vérifier si le compactage au chantier répond aux spécifications qui sont faites sur la base des résultats du test au labo. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, compactage en laboratoire d'abord. On utilise, voici moule Proctor normal, avec cette dame-là, le marteau. Encore une fois, les détails, cours de mécanique du sol. Donc, on compacte des échantillons. Vous mettez les sols dans le moule, vous compactez, vous faites plusieurs essais
Et à chaque fois, on relève donc le poids du sol compacté et la teneur en eau. La teneur en eau, on a défini tout ça là, depuis le début de ce programme. La teneur en eau, d'accord? Donc, on peut obtenir un tableau comme ça. Ici, donc c'est la masse du moule et du sol. J'ai dit le moule et le sol ensemble. C'est ces masses-là. Donc ici, comme vous voyez, il y a 4 cas. 1, 2, 3, 4. 4 tests. Et pour chaque test, on peut obtenir donc la teneur en eau, le poids volumique humide, le poids volumique sec et le poids volumique sec quand on a à 100 degrés de saturation 100%. Voilà. Bon, ça, le plus souvent, c'est pas trop nécessaire. Mais teneur en eau et poids volumique sec, ça au moins c'est obligatoire. On a besoin de ça. Donc, voici la formule que vous utilisez pour calculer ce poids volumique humide là. Le poids total divisé par volume total. Le volume total, c'est volume du, du moule. OK? Donc, par la suite, avec la teneur en eau et la densité et le gamma D là, gamma dry, vous pouvez tracer une courbe. Donc, cette courbe-là, vous voyez les 4 points, 1, 2, 3, 4. Ce sont les 4 points. Premier point, deuxième point, troisième point. Le premier point, teneur en eau et densité sec. OK? Le gamma D. Teneur en eau ici, gamma D. Teneur en eau, gamma D. Teneur en eau, gamma D. 4 points et puis vous placez. Comment faire les tests? Quels sont les équipements utilisés? Comment calculer l'énergie de compactage? Tout ça, ça est dans mon cours de mécanique des sols. Je vous invite à les visionner. Voilà, je garde ça ici. Donc, exemple, par exemple, si on vous dit de tracer la courbe, c'est vrai que c'est déjà fait. Tracer la courbe de compactage pour les données fournies dans ce tableau-là. OK? Colonne 2 et colonne 4. Donc, c'est déjà expliqué ça. Hein? Donc, c'est ça qui est là. Et donc, après avoir tracé, on demande de déterminer le poids unitaire sec maximum et aussi la teneur en eau optimale correspondante. OK? Donc, on vous dit que la masse du moule là, 4200 grammes et le volume du moule, 9040, je sais pas de quoi là, 940 millilitres. OK? Donc, ici, par exemple, si vous voyez les masses ici, vous avez masse. Cette masse-là, c'est la masse du moule et le sol qui est à l'intérieur, ensemble. Donc, si vous prenez une masse ici, moins la masse du moule, vous obtenez la masse du sol qui est à l'intérieur du moule. Ou bien, donc cette masse qui est à l'intérieur du moule maintenant, divisée par le volume, ça va vous donner la masse volumique. Quelque chose comme ça. Donc, anyway, si vous avez ça, encore une fois, je vous invite à revoir le cours de mécanique des sols. Si vous avez donc la masse et le poids volumique humide, B là, comme bulk en anglais, vous pouvez avoir le poids volumique sec là, le gamma D là, et tracer la courbe. Donc, en utilisant la courbe, le sommet de la courbe va vous donner le gamma D max et la teneur en eau optimale. Ce sont les coordonnées du sommet de la courbe qui donnent les informations que nous voulons. Ce sont ces deux données-là que nous avons besoin. L'abscisse du sommet de cette courbe
va nous donner la teneur en eau optimale. C'est-à-dire la teneur en eau, la quantité, il va nous donner, ça va nous donner l'indication sur la quantité d'eau à ajouter dans notre sol pour faire un bon compactage. Et le gamma D max, ça va nous donner le gamma D qu'on peut essayer d'atteindre sur le chantier. Donc, les coordonnées de ces points-là. OK? Donc, le poids maximum unitaire, c'est pour dire gamma D max, si vous voulez ici. Ici, c'est 17. Ici, c'est 17,2. Donc, on peut dire que c'est à peu près le millier ici. Ça fait 17,1. Voilà. Maintenant, la teneur en eau optimale correspond là, à peu près là, la teneur en eau. Donc, on peut dire que c'est 10%. OK? Donc, on peut utiliser maintenant ces D-là, les 17,1%, les 17,1 kN par mètre cube et les 10% là. Les D seront utilisés maintenant pour donner des spécifications pour le compactage sur les chantiers. OK? Donc, comment ça marche exactement? En utilisant ça, je mets les deux résultats là ici. 17,1 et 10%. Donc, souvent, il y a d'autres aussi qui s'amusent à tracer la courbe de ici, là, correspondant ici, là, à 100%, là. Cette courbe, c'est ce qui est là. La courbe de 0 est, comment on appelle ça en français? 0 est void curve. OK? Cette courbe correspond à 0 poche d'air. C'est-à-dire, il n'y a pas d'air dans le sol. Complètement fini. Donc, ici, si vous utilisez ça et vous remplacez le degré de saturation à 100% en utilisant cette formule, vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est ça qui est là comme ça. Encore une fois, dans mon cours de mécanique du sol, j'ai expliqué tout ça là-bas. Donc, si la base des résultats des laboratoires qu'on a donné là, voici les résultats au labo, hein. Le gamma D max 17, je ne sais pas si que l'appellation ici soit appropriée, quoi. La teneur en eau optimale. Gamma D max 17,1 kN par mètre cube. Teneur en eau 10%. Donc, en utilisant ces D-là, on peut maintenant donner des spécifications pour le compactage sur le chantier. Donc, généralement, on peut dire, par exemple, pour les chantiers, nous voulons que le gamma D max sur le chantier soit au moins 98% du gamma D obtenu sur et au labo. C'est-à-dire au moins, là, je pense qu'il y a un problème. Il y a, les 7 là ne doivent pas être là. Ça devait être 16,76, à peu près comme ça. Parce que c'est 98% de ça, des 17,1 là. C'est 98% des 17,1. Est-ce que vous voyez? Donc, ça dépend des projets, mais les projets vraiment importants, là, des grands projets, là, c'est au moins 98%, pour ne pas dire 100%. Il faut que ça soit vraiment à peu près les gamma D qu'on a obtenus sur les chantiers. Si c'est moins que ça, c'est pas bon. Il y a d'autres projets, on va dire 95%. Ça dépend de l'importance du projet. OK? Par exemple, si ici on avait obtenu, au lieu de 16, j'ai dit que les 7 là ne doivent pas être là, hein.
Au lieu de 16,76, si on avait obtenu par exemple 15, 14 comme ça, on peut dire non, ça c'est pas bon. Donc si et le contrôle vient et puis il trouve que c'est moins que les 98%, là, on peut dire non, ici, compactage ici, là, faudra reprendre, c'est pas bon. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la teneur en eau, une différence d'autour de 2% sera acceptable. OK? La teneur en eau sur le terrain. Donc, pour faire ça, il faut donc vous verser votre couche de sol et la citerne va passer arroser ça. La citerne là, ça arrose l'eau sur le sol et compacter. Vous compactez maintenant. Donc, la quantité d'eau là, si on connaît la teneur en eau naturelle du sol, on peut savoir la quantité d'eau à ajouter pour obtenir une teneur en eau de 10% là. Donc, si vous faites, il faut veiller à ce que la différence là, entre la teneur en eau optimale et la teneur en eau sur les chantiers, la différence ne soit pas plus de 2%. OK? Donc, on aura entre 8% et 12%. OK? C'est ça qui est une différence pour 10%, non? Voilà. Donc, en fonction des résultats du compactage au labo, on donne les spécifications pour le compactage sur le terrain. Donc, comment maintenant vous allez pouvoir évaluer, vous allez pouvoir juger si le compactage sur le terrain là a été bien fait? Quels moyens vous avez pour juger si le compactage sur le terrain a été bien fait? Comment vous pouvez faire? OK? C'est ce que nous allons aborder maintenant. Il y a des techniques pour voir, parce que vous connaissez l'Optimum Proctor, Gamma D Max. Quand il dit gamma, souvent aussi ça peut être Rho D Max. Hein. Je répète à chaque fois. Rho D ou Gamma D. Rho ou Gamma, ça prend la même chose. C'est juste une histoire de multiplication et choses. Conversion. Donc, comment vérifier que le Gamma D Max sur le terrain là vaut les 98% qu'on nous a imposé là? Comment faire? Donc, le poids unitaire du sol compacté là, in situ là, et des remblais nouvellement posés peuvent être évalués de plusieurs. Il y a des méthodes, de nombreuses méthodes pour faire ça. Mais ici, on va citer deux. Bon, trois. On va citer trois et on va prendre un exemple avec un d'entre eux. Donc, la première méthode, c'est la méthode de test au cône de sable. Deuxième méthode, le test au densitomètre à membrane. Troisième méthode, la méthode de gamma densimètre. OK? Voici les trois méthodes utilisées. La première méthode là, cône de sable. Voici l'équipement utilisé. Donc, voici ce cône là. Vous voyez ça, c'est en forme de cône, non? Et ce conteneur plastique là, voilà, on met du sable là-bas. Et vous voyez ces plateaux là, on peut dire, vous voyez la forme ici? La forme là correspond à la forme de, de ce cône là, de la base de ce cône là. Donc, vous posez ça au sol, vous faites un trou dans le sol compacté ici. OK? Et vous montez cet appareil là. Quand vous montez, ça donne comme ça. Donc, on fixe.
vous montez ça et ça, comme ça. OK? Donc, il y a une vanne ici, un robinet ici que vous pouvez ouvrir. Donc, le sable sera ici, OK? Dans ce conteneur plastique-là, on va dire un bidon ou quoi. Donc, vous ouvrez et laissez passer le sable dans le trou. Et ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, vous faites un trou dans le sol qui a été compacté là. Vous enlevez le sol, vous faites un trou. Et le sol que vous avez enlevé là, vous ne jetez pas. Vous mettez ça dans un récipient parce que vous allez aller peser ça après. OK? Et vous renversez la bouteille là, comme ça. Et les sables dedans. Les sables qui dedans là, les informations, si ces sables là sont connus, on connaît le poids unitaire, le poids volumique de ces sables. Donc, en faisant ça, nous allons pouvoir obtenir le volume du trou qu'on a fait ici. Si on a le volume du trou, en sachant que le sol qu'on a pris dans ce trou-là, ce sol-là, on va aller peser ce sol. Donc, le poids du sol divisé par le volume du trou va nous donner le poids volumique du sol qui était en place. Donc, avec le poids volumique et la teneur en eau, on pourra obtenir le gamma D. OK? Ça, c'est le premier cône de sable. L'autre, l'acidomètre en membrane là, vous voyez ça, ce sont des membranes. C'est comme des trucs élastiques qu'on met en bas de cet appareil-là et en poussant, ça se gonfle pour occuper. Mais ça, c'est le même principe ici. On fait aussi un trou dans le sol compacté. Ça donne quelque chose comme ça. Donc, voici le trou. Donc, les ballons-là, bon, il y a d'autres ballons, d'autres couleurs. Voici ça, c'est encore plus chose. Vous voyez, c'est en plastique. Donc, vous mettez ça ici. Mais quand vous poussez, comment il est en train de pousser comme ça, avec les deux mains, le ballon, comme c'est élastique, comme c'est plastique, ça va occuper tous les espaces ici. Ça va occuper tout. OK? Donc, ça va vous permettre de connaître le volume du trou. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous connaissez le volume du trou et que le sol qui était dans ce trou-là, vous avez pesé ce sol. Donc, en divisant la masse du sol qui était dans le trou, divisé par le volume du trou, vous obtenez la masse volumique du sol compacté. Et bien sûr, le poids volumique aussi peut être obtenu. C'est juste une histoire de conversion, encore une fois. OK? Donc, je tiens à préciser que ces deux méthodes-là, vraiment relativement faciles, mais ça prend un peu de temps. Pour compléter les tests, ça prend un peu de temps. Mais c'est facile et vous n'avez pas besoin d'un long entraînement ou long training pour maîtriser ces tests-là. OK? On passe maintenant au troisième. Par contre, ce troisième-là, c'est gamma densimètre là. Ça, il faut avoir souvent une licence pour manipuler ça. Bon, mais ça dépend des pays quand même. Il faut avoir une licence pour manipuler cet appareil-là parce que c'est radioactif. Hein? Donc, vous voyez les tiges qui sont là.
on fait un trou, petit trou, et puis on enfonce une de ces tiges-là. Et ça émet des rayonnements. Pour revenir, les rayonnements là vont faire là et revenir là. Ça rentre dans le sol et puis ça revient donner des informations ici. Donc là, c'est vraiment très facile à faire chose, à obtenir les gamma D. Ça va vous donner même la teneur en eau, tout ça. Les informations, ça va vous donner les informations. Cette photo-là, c'est moi-même j'ai pris cette photo. Ok? C'est moi-même j'ai pris cette photo au chantier. Chantier de construction de l'échangeur du Nord à Ouagadougou, au Burkina Faso. J'ai pris ça quand je faisais le master en 2016. Ok? Donc, cet appareil-là, vraiment très pratique, ça donne des informations. Pendant les chantiers, construction de ces chantiers-là, l'échangeur du Nord de Ouagadougou, cet échangeur-là, c'est en ce moment que j'ai pris cette photo-là. Donc, je sais pas. Et pendant les travaux de terrassement, je faisais partie de l'équipe qui contrôlait les travaux de terrassement de cet échangeur-là. Ok? Donc, voici là où cette photo précisément, ces mesures-là, ont été prises pour vous voyez, ces piliers-là, les fondations pour un des ponts, des ouvrages d'art, ici, là. Je pense, hein, pas ouvrage hydraulique. Voilà, un des ouvrages d'art. Il y a un ouvrage hydraulique ici. Je suis pas trop sûr, mais je pense que c'est vers là. C'est un de ces ponts ici. Fondation et piliers du pont. Donc, après avoir fait la fondation, il faudra compacter tout le sol qui est autour. Sinon, si l'eau vient, gâte, ça va donner des affouillements et ça va détruire la fondation, en fait. Donc, c'était vers où même? Je me rappelle même plus, hein. C'était- je vais savoir c'est lequel d'entre les ouvrages d'art, là. Les ponts que vous voyez, les ponts là, les traversées là, ok? Ça, c'est ouvrage hydraulique. Donc, ces ouvrages, toutes les fondations, il faut compacter tout pour assurer quand même une pérennité des fondations. Donc, après avoir compacté, vous voyez, cet engin-là, ce compacteur, le rouleau compacteur va faire des allers-retours plusieurs fois, hein. Quand vous voyez même ici le sol, là, vous voyez qu'il est passé plusieurs fois ici. Il n'y a même pas de doute. Ça se voit qu'il est passé plusieurs fois ici. Donc, il fait le nombre d'allers-retours, là. C'est vous qui devez donner ça. Et il fait aller-retour, ajoute une autre couche de sol. Il fait encore le même nombre d'allers-retours avec une vitesse constante. La vitesse là aussi, c'est vous qui devez déterminer cette vitesse. C'est vous qui devez donner cette vitesse. Donc, en fonction de l'énergie de compactage de, de, de cette machine-là, parce que vous voyez le gabarit de cette machine n'est pas pareil. En fonction de la machine que vous allez utiliser, chaque machine a ses informations pour vous dire l'énergie du compactage de la machine. Et donc, le compactage que vous avez fait sur le chantier et au labo là,
vous connaissez l'énergie de compactage là-bas, en kilojoules par mètre cube. Donc, vous allez essayer de faire, d'avoir la même énergie de compactage sur l'échantillon aussi. Kilojoules par mètre cube. OK? En utilisant cette machine-là. Donc, vous pouvez savoir, par exemple, si vous faites, si vous connaissez les Proctor, essais Proctor au labo, vous connaissez qu'il y a plusieurs coups, 25 coups par couche. Et ici, là aussi, vous allez faire des couches. Il fait les allers-retours. On va ajouter, vous voyez le sol qui est là, on va verser encore, ajouter, jusqu'à ce qu'on va atteindre le même niveau. Vous voyez que la fondation est là. Et là, le niveau est plus bas. Donc, il faudra ajouter encore des couches, des couches. L'épaisseur des couches aussi est décidée. Donc, ça passe, ça repasse, ça passe et ça repasse. Et ça, c'est moi qui prenais une note. Ça, je ne pouvais pas manipuler. C'est pas moi, j'ai manipulé l'appareil. Parce que pour avoir fait ça là, je pense que il faut une licence, quoi. Mais au moins, j'avais pu manipuler un peu, juste en échec, quoi. Mais je prenais toujours les notes. C'est là, c'est moi, c'est moi, j'ai pris la photo. Je me suis approché pour prendre les photos, pour bien voir les valeurs qui sont là. Et là, c'est mon cahier pour prendre les notes. OK? Donc, ça c'est moi quand je faisais le master en 2016, non? Ou bien c'est début 2017, je pense. 2016, peut-être. Voilà. Donc, après avoir compacté, et on vérifie avec la machine là. Est-ce que le compactage a été parfait ou pas? Si ce n'est pas bon, on dit non. Si là, il faut reprendre. Voilà. Donc, voici un exemple d'évaluation du compactage en utilisant les tests au cône de sable. OK? Donc, on va essayer de faire un exemple, étape par étape. Il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est d'abord essayer de connaître les sables, le poids volumique du sable qui est que vous allez utiliser dans le bidon, la plastique, là. OK? Donc, il faut aller prendre un sable quelconque. Généralement, par exemple, il y a les sables au Canada, sable d'Ottawa. Peut-être les Américains, ils utilisent ça. Ça, c'est juste titre d'indication, hein, indicatif. Donc, il y a plusieurs sables. Mais choisissez un sable qui est peu sensible au compactage. OK? Ça, c'est pour faire l'étalonnage. OK? C'est juste pour faire le calibrage. Donc, la densité de ce sable-là, qui est supposée non variante, donc peut-être utilisé, peut-être établi à partir des mesures effectuées avec un moule de volume connu. On prend un exemple, moule de 940 millilitres. Donc, si vous avez un moule, vous mettez votre sable dans ce moule-là, vous pesez le moule et le sable ensemble. OK? Je recule un peu derrière, je pars derrière un peu pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Voici de quoi je parle. Le sable qui est ici, le sable qui est utilisé, qui est dans ce truc en plastique là, ce conteneur en plastique là. Ce sable, on doit connaître son poids volumique. OK? Donc le moule, ce moule là, voici le moule qu'on a, voilà, moule, ce moule là peut être utilisé. OK?
Je profite de corriger ça là. J'avais oublié de corriger ça. Je pense, ici là, il n'y a pas de 7 ici. Il faut corriger. Donc, on retourne là où on était. On veut savoir le poids volumique de ce sable. Voilà. Donc, je pense qu'on était ici. OK? Donc, on mesure. On doit connaître le moule d'abord, les caractéristiques du moule. Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Voilà, c'est là. Donc, caractéristiques du moule d'abord. Euh, Diamètre du moule, hauteur du moule. C'est pour avoir le volume. Donc là, on a un centimètre cube. Donc, avec diamètre du moule et hauteur du moule, on peut avoir le volume du moule en centimètres cube. Parce que ce volume qui est là, c'est en millilitres. Hein. OK? Donc, masse, c'est pas bon ça. C'est masse du moule et du sable. OK? C'est pas moi, je suis. Traduction n'est pas bonne. Voilà. Masse du moule et du sable. Les deux en même temps. Ça nous donne 4000 à 5602 grammes. Maintenant, masse du moule vide, 4252 grammes. Donc, il est évident que si vous faites masse du moule plus sable, moins masse du moule vide, vous allez obtenir masse du sable uniquement. Ou bien, masse du moule plus sable qui est dans le moule là, moins masse du moule vide. Vous obtenez la masse du sable qui était dans le moule. Ça, c'est simple. Maintenant, volume du moule en centimètres cubes, si vous faites surface de ces cylindres, forme de cylindre, et qui est pi fois diamètre carré divisé par 4, ou bien pi fois r carré, si vous voulez. Donc, on obtient le volume ici. La masse du sable, c'est comme je disais, c'est cette masse-là, moule pleine, moins moule vide. Ça vous donne 1350 grammes comme masse du sable. Donc, cette masse du sable divisée par le volume du moule, vous obtenez la densité, la masse volumique du sable. OK? Voici la masse volumique. En grammes par centimètre cube. Et là, c'est en kilogrammes par centimètre cube. OK? Donc là, c'est la première étape. Première étape, c'est de définir la masse volumique ou bien le poids volumique du sable d'étalonnage. C'est sable qui est dans le bidon. Là. OK? Allons-y. Donc, on va garder la densité du sable là ici. Du sable d'étalonnage là ici. Deuxième étape, il faut déterminer maintenant la masse du sable qu'il faut pour remplir le cône. Le cône là, du sable. Quelle est la masse du sable, de notre sable là, sable d'étalonnage là, qu'il faut pour remplir ce cône là. Donc, voici un peu comment le truc se présente. D'abord, on a les sables ici, dans le bidon ici. OK? Et on n'a pas, il y a un robinet ici, comme je vous ai dit, une vanne. On n'ouvre pas. Vous laissez la vanne comme ça, fermée.
Donc, comme c'est pas ouvert, supposons que le sable est plein ici. Vous partez, vous pesez comme ça, comme c'est plein comme ça. Vous avez le poids quand le truc est plein de sable. Vous revenez maintenant, vous renversez ça et vous ouvrez les robinets ici. Et naturellement, le sable là va couler de là jusqu'à remplir. Quand le sable va couler, commencer à couler, jusqu'à tout ça, là, le cône là va être rempli. Quand le cône sera rempli, ça va arrêter de couler naturellement, non? Donc là, vous pouvez fermer le robinet là et aller peser encore. Ça va trouver que la bouteille et le bidon là, les sables qui étaient dedans a diminué. Donc vous allez obtenir un nouveau poids, une nouvelle masse. Donc l'ancienne masse, moins la nouvelle masse, va vous donner la masse du sol qui a rempli ce cône là. Ok? Voici un peu comment ça se passe. Donc, masse du pot, ce pot là, plus l'entonnoir là, le cône corné là, plus le cône et le sable qui est dedans là. Ça, c'est avant le remplissage du cône. Cornet que vous voyez ici là. Remplacer ça par cône. Donc, masse maintenant de l'ensemble de ce pot, plus le cône, plus le sable restant. Ça, c'est après remplissage du cône. Voici, ça donne 1934. Donc, si vous faites ce 3516 moins les 1934, vous allez obtenir 1582. Et ça, c'est la masse de sable qu'il faut pour remplir ce cône-là. Vous allez comprendre après pourquoi on a besoin de cette masse. Donc, la masse, ça est ici, c'est cassé, mais c'est 1582. On a juste reporté ça ici. Voilà. On a le poids unitaire, le poids volumique du sable, d'étalonnage, et la masse pour remplir le cône. L'étape suivante, l'étape numéro 3, là maintenant, on va aller mesurer sur place, mesurer sur le terrain. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez sur le terrain maintenant. Vous faites les trous. Vous rappelez les trous de l'équipement, vous placez là, le plateau, les cercles que le plateau présente, vous creusez pour enlever le sol. Le sol que vous allez enlever, il ne faut pas jeter, vous mettez dans un sac en plastique, vous fermez bien pour que l'eau ne s'évapore pas. Vous fermez bien, parce que vous allez aller peser ça après. Peser quand c'est humide et peser aussi quand c'est sec. Ok? Donc, après avoir fait le trou là, le cône là, l'appareil, le cône de sable, est placé maintenant sur le trou. Le trou qui est creusé sur le sentier. Ok? Donc, le sable est renversé, est versé doucement jusqu'à ce qu'il remplisse complètement les trous. Quelque chose comme ça. Donc, au départ, quand on n'avait pas ouvert la vanne, donc s'il n'y avait pas, le sable n'avait pas commencé à couler, peut-être le niveau du sable était là. Et en ce moment, la masse totale était peut-être ici. La masse, vous pouvez avoir la masse totale avant le remplissage. Et après, maintenant, vous ouvrez la vanne ici et le sable va couler, couler, couler. Remplir les trous que vous avez fait d'abord. Les trous, parce que je vous ai dit, les trous, voyez ici, ça c'est la plaque qu'il faut déposer au sol. Et le trou là, quand le trou sera rempli, il sera maintenant le tour de remplir le cône. Le cône aussi sera rempli. Donc, quand tout est rempli maintenant, vous pouvez fermer. Et aller peser à nouveau. Vous voyez ici, ce niveau qui est là, là. Peser. Et vous allez avoir la masse de tout ça là qui est parti. Et le sol qui était ici là, c'est ça qui a rempli le cône et le trou. Donc, on peut avoir, en faisant l'ancienne masse
quand le sol était à ce niveau, moins la nouvelle masse, vous pouvez avoir donc la masse de ces deux-là, ce qui est dans le trou et ce qui est dans le cône. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est dans le cône là, mais on avait ça déjà. Donc vous pouvez enlever ça, moins ça, vous allez obtenir la masse de ça. C'est comme ça marche. Donc, les sols que vous avez collectés dans ce trou-là aussi, vous allez aller peser ça, comme je disais. On ne jette pas pour savoir comment ça pèse. Et le volume maintenant du trou sera estimé. Et connaissant la masse du sol qui était dans le trou, qui occupait ce trou-là, et le volume, on fait la masse divisée par le volume pour avoir la masse volumique. OK? Donc, il faut aller estimer donc le volume là. Donc, en partant, estimer d'abord la masse du sable qu'il a fallu pour remplir ce trou-là. OK? Donc, d'abord, on connaît la masse du pot et du sable avant l'utilisation. Donc, ici, c'est-à-dire quand c'était ici, quand le sable était ici, c'est-à-dire on n'a rien, la vanne n'est pas ouverte d'abord. En ce moment, le tout pesait 6538 grammes. C'est juste un exemple. Hein? Okay? Maintenant, après avoir versé le sable, le trou est rempli, le cône est rempli. La masse du pot et du sable qui reste après ça, après utilisation, c'est 4325 grammes. OK? Donc, c'est-à-dire quand le sol est à ce niveau. Maintenant, le sol, la terre que vous avez pris, vous avez enlevé dans ce trou-là. Vous allez vous peser ça aussi. Ça fait 8700 grammes. C'est juste un exemple. La masse du sable maintenant, dans le trou et dans le cône. Trou plus cône. Le trou qui est là, plus le cône qui est là. Donc, comment vous allez avoir cette masse qui est là? Ben, c'est simple. En faisant la masse du départ avant remplissage, moins la masse après remplissage. Vous allez obtenir tout ça là. Hein. Ça sera la masse du sable qui est dans le trou plus la masse du sable qui est dans le cône. OK? Si vous faites 6538 moins 4325, vous allez obtenir 2213. Maintenant, de cette masse de 2213 là, vous faites moins la masse pour remplir du sable, pour remplir le cône là. Vous vous rappelez, on avait déjà estimé ça. Donc, en ce moment, en faisant ça, vous allez obtenir la masse du sol qui est dans ce trou. Donc, si on a la masse du sable qui est dans ce trou, on peut utiliser la masse volumique. Vous vous rappelez du masse volumique du sable. Cette masse divisée par la masse volumique, vous allez obtenir le volume. Donc, ça va vous donner le volume de ce trou-là. Et vous utilisez cette formule maintenant. La masse du sable, pas du sable, du sol compacté qui était dans ce trou, divisé par le volume du trou, parce qu'on vient de déterminer le volume du trou. On vient de déterminer le volume du trou. OK? Donc, le volume qui est là, et puis la masse, c'est pas la masse du sable qui est là. Hein. Maintenant, on prend la masse, c'est la masse du sable. Si le sable a occupé ce volume, le sol qu'on avait creusé ici là pour faire le trou là aussi, occupait le même volume là. Donc, on prend la masse de ce sol-là, le sol humide là, compacté là, divisé par le volume, par la masse volumique, et divisé par le volume qu'on a trouvé ici là, en utilisant cette formule. Donc, ça va nous donner la densité
du sol compacté qui était là en place. Donc, masse divisé par volume, masse qui est là, les 870, divisé par le volume, ça donne cette masse volumique là. Mais cette masse volumique là, c'est la masse volumique humide. Donc, dernière étape maintenant, il reste maintenant à obtenir la masse volumique sec là. OK? Donc, pour avoir la masse volumique sec, il faut aller chercher la teneur en eau. Donc, pour cela, il faut aller mettre le sol qu'on a collecté là, le sol qu'on a creusé, qu'on a obtenu en creusant le trou là. On part, on divise ce sol là en des petits morceaux et puis on met dans le four séché et peser pour avoir le poids sec. Donc, en faisant le poids humide moins le poids sec, vous obtenez le poids de l'eau qui était dans l'échantillon. C'est clair, hein? Donc, ici, voici un peu ce qu'on a fait. Premier essai, deuxième essai, troisième essai. Donc, on met ça dans des petits plats. C'est comme ça. Ça aussi, c'est moi. Mais là, c'est quand je faisais la licence. Quand je faisais la licence. Donc, on met ça dans des petits plats comme ça. OK? Dans des petits plats comme ça. Et on pèse avant. C'est-à-dire quand c'était humide. Avant de mettre au four, on pèse. Et après avoir mis au four aussi, on vient peser. Donc, c'est premier. Par exemple, ici, là, il y a 3 essais. Donc, il y a 3 petits plats. 1, 2, 3. Et puis, vous faites. Donc, vous, poids de la tare du contenant, plus le sol qui est dedans. Vous notez pour le premier essai, pour le deuxième essai, pour le troisième essai. La masse maintenant, quand je dis poids, souvent, ça veut dire masse. La masse, maintenant, quand c'est sec, quand c'est sec, après avoir mis au four, à la sortie du four, pour le premier essai, pour le deuxième essai, pour le troisième essai. Et la masse des contenants, des tares là aussi, si vous pouvez estimer. Maintenant, la teneur en eau. OK? Donc, si vous faites la masse du sol humide, si vous voulez, de l'ensemble des deux, tard, moins et chose. C'est-à-dire le sol qui était humide là, ici, pour cette ligne-là, moins le sol qui est sec, après avoir mis au four là. Vous faites la soustraction. Si vous faites la soustraction, ce que vous allez obtenir là, ça sera la masse de l'eau en fait. Est-ce que vous voyez? Ça sera la masse de l'eau. Maintenant, cette masse de l'eau là, moins la masse du sol. Comment vous pouvez avoir la masse du sol? En faisant, vous voyez ici la masse du sol, c'est en faisant la masse du sol plus contenant, par exemple 146,54 là, moins la tare, la masse de la tare, la masse du contenant, du récipient que vous avez utilisé, 113,65. Par exemple, vous allez trouver que ici, la masse du sol qui était dans les récipients était 32,89, par exemple. OK? Maintenant, si vous faites la masse, vous calculez la masse de l'eau. Ça, c'est simple, c'est en faisant juste masse humide moins masse sec. Vous allez trouver peut-être 1, quelque chose. Vous allez trouver
1, quelque chose. Donc, en divisant la masse de l'eau par la masse du sol, vous allez obtenir la teneur en eau. Par exemple, si vous faites cette masse-là, masse du sol sec, plus le conteneur, plus la tare, c'est-à-dire 144,63. Ok, si vous faites cette masse, moins la masse de la tare qui est vide, c'est-à-dire masse de conteneur, c'est-à-dire 113,65. Ok, vous allez obtenir autour de 30,98. Maintenant, ça, c'est la masse du sol sec. C'est la masse du sol sec. 130,98. J'ai dit 130, c'est 30,98, hein. C'est pas 130,98. Ok? Et c'est cette masse-là que vous allez utiliser pour faire votre calcul. La masse du sol sec. La masse de l'eau divisée par la masse du sol vous donne la teneur en eau. Donc, on a différentes teneurs en eau, mais comme c'est un peu différent, il faudra faire. Puis c'est le même sol là, le même sol qu'on a creusé, le trou qu'on a creusé, le sol qu'on a obtenu en creusant le trou là. C'est ce sol là, vous coupez un peu pour aller faire ces différents tests là. Trois tests, 3 tares. Voilà. Donc, il faudra maintenant, on a ici 6,16, 4,52, 6,13. Donc, il faut aller faire une moyenne des trois là, en divisant par 3, un tiers, puis vous multipliez par la somme. Vous obtenez une teneur en eau de à peu près 5,6%. Donc, si vous avez cette teneur en eau, il ne faut pas oublier qu'on avait le poids volumique humide, le gamma, ou bien le rho humide, là, on avait le rho humide. Donc, rho, vous pouvez obtenir gamma si vous voulez. Donc, en utilisant cette équation, ici, là, cette équation, ça, c'est la teneur en eau. Vous pouvez juste, le gamma humide, ou bien le rho humide, là, ça est là. Donc, vous remplacez juste la teneur en eau ici, et puis vous calculez, vous allez obtenir donc la densité sèche qui est comme ça. Ok? 1877 kg par mètre cube. Et en kilonewton par mètre cube, ça va faire 18,39 kilonewton par mètre cube. Voilà ce que vous avez. Donc, tout ce tralala, c'est pour obtenir ça. C'est pour obtenir ça. Vous voyez que c'est un peu long quand même. Voilà. Cône de sable. Donc, vous connaissez maintenant à peu près comment ça marche. Je pense que c'est tout. Les autres tests sont peut-être plus aisés. Donc, j'ai choisi le cône de sable là parce que je me dis que c'est plus difficile. Voici l'exemple. Donc, on va juste arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. OK? Merci bien.